Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Asala, étudiante admise en 5e année médecine. Aujourd'hui, nous allons parler des pathologies de la jonction neuromusculaire et pour cela, je vais diviser ce cours en deux parties. Premièrement, on va traiter la myasthénie auto-immune et dans une seconde partie, nous allons voir les autres syndromes myasthéniques. Pour cela, nous allons suivre un plan bien précis. Nous allons commencer par une définition, la physiologie et la physiopathologie de la transmission neuromusculaire, l'examen clinique, puis les examens complémentaires, l'évolution de cette maladie et les différentes formes cliniques qui existent, ainsi que les traitements. Vers la fin, je vais vous donner les points essentiels et les points forts à retenir et nous allons fixer toutes les informations qu'on a vues par des QCM. La myasthénie se définit comme étant une maladie immunologique liée à un blocage des récepteurs de l'acétylcholine de la plaque motrice par des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. Elle se traduit cliniquement par une fatigabilité excessive de la musculature striée, retenez ça, la musculature striée et non pas lisse, qui est améliorée par le repos et les drogues anticholinésterasiques. Deuxièmement, je vais vous faire un petit rappel physiologique sur la transmission synaptique. Donc, la jonction neuromusculaire met en contact la terminaison d'une fibre nerveuse qui est la partie présynaptique et un segment de la fibre musculaire qui est la partie postsynaptique. Ces deux parties sont séparées par une fente. Comme vous le savez, l'acétylcholine est contenue dans des vésicules du bouton terminal et l'arrivée du potentiel d'action sur le nerf va dépolariser la membrane présynaptique et va provoquer le déversement des vésicules présynaptiques dans la fente synaptique. Donc, l'acétylcholine ainsi libérée va se lier au récepteur d'acétylcholine postsynaptique et va provoquer la dépolarisation de la membrane musculaire. Au-delà d'un certain seuil, cette dépolarisation donne naissance à un potentiel d'action qui se propage sur la membrane musculaire et provoque la contraction musculaire. L'acétylcholine est rapidement hydrolysée en acide acétique et en choline sous l'effet de l'anticholinestérase pour rendre possible une nouvelle contraction musculaire. Voilà un schéma qui va résumer le tout. Au cours de la myasthénie, le versant présynaptique est normal. En revanche, la fente synaptique est élargie et la membrane postsynaptique est appauvrie en plicature et le nombre des récepteurs d'acétylcholine est réduit. Donc, vous savez déjà qu'il existe des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine qui sont retrouvés que dans 90% des cas. Dans 10 à 15% des cas, le dosage des anticorps est négatif. Retenez qu'il n'existe pas de corrélation entre le taux d'anticorps et la gravité de la maladie. Ces anticorps circulants vont neutraliser les récepteurs d'acétylcholine par blocage direct sur les sites de liaison et accélérer leur dégradation. Comme vous voyez dans ce schéma, l'agent en rouge, c'est lui, l'anticorps antirécepteur de l'acétylcholine qui va se placer et bloquer la liaison de l'acétylcholine qui est en bleu. Donc il lui dit, désolé, la place est prise. Le thymus joue un rôle important, voire déclenchant dans la survenue de la maladie, mais ce rôle est mal connu. Dans 90% des cas de myasthénie, les patients présentent une anomalie thymique et la thymictomie est souvent suivie d'une amélioration. Nous allons passer au diagnostic clinique et je vous rappelle que la symptomatologie clinique est liée au phénomène de fatigabilité musculaire qui correspond à une diminution de la force musculaire apparaissant à l'effort. Les symptômes peuvent être fluctuants. Ils sont aggravés par l'effort et au contraire améliorés par le repos et parfois par le froid. Les signes cliniques sont parfois absents le matin, ils apparaissent au fil de la journée selon les efforts réalisés. Ils varient selon les groupes musculaires sollicités. Donc, pour résumer tout cela, on peut dire que c'est une fatigabilité excessive touchant certains muscles, exacerbée par l'effort, calmée par le repos, et c'est le phénomène myasthénique qui atteint dans la majorité des cas les muscles oculomoteurs, puis s'étend le plus souvent aux autres groupes musculaires. Donc, il peut y avoir une atteinte de la musculature oculopalpébrale,
des muscles d'innervation bulbaire, des muscles des membres et les muscles respiratoires qu'on va voir un peu plus loin. Nous allons commencer par l'atteinte de la musculature oculopalpébrale. Donc, l'atteinte oculomotrice extrinsèque est pratiquement évocatrice de la myasthénie. Les premiers signes sont oculaires dans plus de la moitié des cas. Donc, nous avons un ptosis unilatéral ou bilatéral, variable d'un moment à l'autre, mais plus évocateur le soir. Sachez que le mot ptosis vient du grec et qui signifie tomber. Et donc, c'est un abaissement de la paupière supérieure et cet abaissement est dû à un défaut de contraction du muscle releveur de la paupière. Nous avons aussi une diplopie, qui est la perception simultanée de deux images, donc c'est la vision double d'un objet unique. Cette diplopie est fluctuante et intermittente. La musculature pupillaire est indemne, donc retenez, on n'a pas de myosis et pas de mydrias, donc c'est une question d'examen. Pas de myosis et pas de mydrias. Deuxièmement, on va voir l'atteinte des muscles d'innervation bulbaire. Il peut s'agir des troubles de la phonation, apparaissant progressivement au cours de la conversation, rendant la voix nasonnée. Les troubles de la mastication apparaissant au cours des repas. Le déficit des masséters peut rendre la fermeture de la bouche impossible sans l'aide des mains. Une dysphagie rendant la déglutition difficile. La paralysie vélopalatine peut entraîner un rejet du liquide par le nez. Et attention, les fausses routes lors de la déglutition sont possibles et sont un signe de gravité. Troisièmement, nous allons voir l'atteinte des muscles des membres. Dans un tiers des cas, c'est l'atteinte des membres supérieurs et ou bien inférieurs qui révèle la maladie. Elle prédomine alors aux racines, rarement aux extrémités. Là encore, l'aggravation à l'effort est caractéristique. Cela se traduit par une démarche dandinante, une difficulté à se tourner dans le lit, à se relever de la position accroupie et à maintenir les bras en l'air ou la tête relevée. Enfin, nous allons voir l'atteinte des muscles respiratoires. L'atteinte respiratoire peut s'installer très rapidement. Elle est rarement inaugurale, mais elle met en jeu le pronostic vital. Elle est souvent sous-estimée cliniquement puisqu'on a peu ou pas de signes patents de détresse respiratoire. Donc, l'atteinte respiratoire peut entraîner des troubles respiratoires restrictifs avec une dyspnée d'effort ou de repos, voire même une détresse respiratoire aiguë. Pour résumer les parties précédentes, on va dire que le diagnostic repose sur plusieurs critères, principalement la variabilité du déficit moteur, c'est-à-dire ce déficit moteur peut manquer au repos et n'apparaître qu'à l'effort. Cet effort peut être répété ou soutenu. En tout cas, l'effort et la fatigue de fin de journée l'aggravent, tandis que le repos l'améliore. On peut faire apparaître le phénomène myasthénique en utilisant des tests de répétition des mouvements, comme celui de l'abduction répétée des bras, de l'accroupissement, l'occlusion des paupières ou bien la fixation latérale prolongée du regard. Le déficit est aussi influencé par la température. Il faut retenir que la chaleur l'aggrave, le froid l'améliore. Deuxièmement, on a l'absence de systématisation neurologique, c'est-à-dire les muscles touchés ne correspondent pas au territoire d'un nerf ou bien d'une racine nerveuse périphérique spécifique. Plusieurs signes négatifs sont aussi importants à connaître. La trophicité et le tonus musculaire, les réflexes ostéotendineux et cutanés, la sensibilité, les fonctions végétatives, sensorielles et cognitives sont normaux. Il n'y a pas de trouble de l'accommodation pupillaire ni de trouble sphinctérien. Donc, il faut retenir qu'on a une variabilité du déficit moteur qui s'exagère à l'effort et les contractions musculaires répétées. L'examen clinique peut faire apparaître le phénomène myasthénique en utilisant les tests de répétition du mouvement, l'absence des signes sensoriels et sensitifs, ainsi que la conservation des réflexes ostéotendineux. La myotrophie est possible, mais elle est tardive. Lorsque le diagnostic de myasthénie est établi, certaines associations doivent impérativement être recherchées. Donc, on doit rechercher une autre maladie auto-immune, comme la dystéroïdie, qui peut être retrouvée dans environ 13% des cas. Plus rarement, une anémie de Biermer, une anémie hémolytique, une polyarthrite rhumatoïde, un lupus, etc. Une pathologie thymique doit être recherchée aussi, un thymon bénin ou malin avec un risque d'extension locale est retrouvé dans 15% des cas. Une hyperplasie thymique simple est présente dans plus de la moitié des cas. La réalisation de scanners thoraciques avec des coupes centrées sur la loge thymique est donc indispensable.
Plusieurs examens complémentaires peuvent aider au diagnostic. On a les tests pharmacologiques, le test électrophysiologique, les tests immunologiques et biologiques, ainsi que le scanner thoracique qu'on va détailler dans les diapositives suivantes. Nous allons commencer par les tests pharmacologiques. Le test à la prostigmine ou bien la néostigmine, qui est un anticholinésterasique inhibant la dégradation de l'acétylcholine, a une excellente valeur diagnostique. 0,5 à 1 mg de néostigmine sont injectés par voie intraveineuse lente. Le test positif, si le déficit moteur, c'est-à-dire le ptosis et le strabisme étant les plus faciles à évaluer, sont réduits dans les 15 minutes qui suivent. Un autre anticholinésterasique peut être utilisé, c'est l'hydrophonium ou bien le tensilon. Son délai d'action n'est d'une minute. L'amélioration importante et objective après une injection d'un anticholinésterasique d'action rapide est un argument important au diagnostic. Si la réponse franche est un bon élément diagnostique, une réponse négative ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Les tests immunologiques et biologiques apportent la confirmation du diagnostic dans 85 à 90% des cas. La présence d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine est spécifique de la myasthénie. Mais attention, il n'y a pas de corrélation entre le taux et la gravité ou bien l'ancienneté de la maladie. Par contre, chez un malade donné, l'amélioration clinique s'accompagne généralement d'une chute du taux des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Chez 10 à 15% des patients présentant un tableau typique de myasthénie, la recherche d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine est négative. On parle alors de myasthénie séronégative. En l'absence d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine, les anticorps anti-MuSK, qui sont dirigés contre une protéine associée au récepteur de l'acétylcholine, c'est-à-dire muscle spécifique kinase, doivent être recherchés. L'absence d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine ou anti-muscle n'écarte pas le diagnostic. Le scanner thoracique est utilisé à l'exploration de la loge thymique. Il permet de rechercher un thymome bénin ou malin ou d'un thymus hyperplasique résiduel. Il existe plusieurs formes cliniques. Nous allons commencer par la forme oculaire pure qui correspond à une myasthénie d'expression exclusivement oculopalpébrale après au moins 3 ans d'évolution. Cette forme est parfois séronégative puisque les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine sont présents que dans 50% des cas. Son diagnostic est difficile et son traitement repose principalement sur la corticothérapie. La forme néonatale est liée au passage transplacentaire des anticorps pathogènes de la mère myasthénique. Elle se traduit par des signes myasthéniques à la naissance, comme l'hypotonie, l'insuffisance respiratoire, etc., pouvant persister quelques semaines jusqu'à élimination des anticorps et nécessitant parfois une prise en charge médicamenteuse transitoire à la naissance. Donc, on va dire que la forme néonatale est due au passage transplacentaire des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Elle touche 10 à 15% des enfants nés de mères myasthéniques. Elle est reconnue dès la naissance par l'hypotonie musculaire, le ptosis, la faiblesse du cri, les troubles respiratoires, etc. L'évolution est favorable dans un délai de 2 à 4 semaines et la guérison se voit après la disparition définitive des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine.
Dans la forme séronégative, la recherche des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine et les autres anticorps qu'on a vus précédemment est négative. De nouveaux anticorps ont été individualisés récemment, mais leur spécificité reste. Enfin, nous allons voir les traitements qui comprennent 3 volets, les anticholinésterasiques, les immunosuppresseurs et la thymectomie. Ils sont efficaces et permettent à la majorité des malades de mener une vie normale. Leur mise en œuvre doit se faire dans la perspective d'une maladie chronique, c'est-à-dire que le patient doit avoir compris les traitements, les accepter et y adhérer. Il n'y a pas de schéma unique. Les éléments à prendre en compte sont la sévérité de la maladie, sa topographie, son évolution sous traitement et l'âge du patient. L'objectif doit être une vie quotidienne, y compris professionnelle normale, sans chercher à tout prix à une récupération complète de la force musculaire. Pour le traitement symptomatique, les anticholinésterasiques sont souvent utilisés. Ils prolongent l'action de l'acétylcholine en inhibant de façon réversible, retenez ça, de façon réversible sa dégradation par la cholinestérase synaptique. Il existe 3 formes, la pyridostigmine, l'ambénonium et la néostigmine. Par voie orale, ils agissent en 30 minutes et pendant 4 heures environ, ce qui impose des prises répétées dans la journée. La posologie est adaptée en fonction des besoins du malade pour la correction du déficit moteur. Elle se situe habituellement entre 1 et 9 comprimés par jour. Il faut savoir que les malades ainsi traités peuvent malgré tout souffrir d'une aggravation sévère de leurs symptômes. Il peut s'agir d'une crise myasthénique par insuffisance ou absence d'efficacité du traitement. L'autre mécanisme est celui de la crise cholinergique, due à une dépolarisation excessive de la plaque motrice par excès d'anticholinésterasique. Elle associe des signes nicoténiques avec des fasciculations, des crampes et des signes muscariniques avec des crampes abdominales, une diarrhée, une pollacurie, des nausées, des vomissements, etc. Elle impose l'arrêt temporaire du traitement, voire l'injection d'atropine. Le transfert en service de réanimation s'impose pour la surveillance et éventuelle ventilation assistée. La thymectomie. Elle est toujours indiquée en cas de thymome. Elle a également un effet bénéfique sur l'évolution de la maladie chez le sujet jeune de moins de 40 ans porteur d'une hyperplasie thymique. Elle n'est pas indiquée dans les formes avec des anticorps anti-muscles, c'est-à-dire des anticorps anti-tyrosine kinase spécifiques des muscles. Cette intervention ne doit jamais être effectuée chez un patient en poussée de myasthénie. Donc, cette intervention ne doit jamais être effectuée chez un patient en poussée de myasthénie. Son bénéfice est inconstant et retardé plus de 6 mois après l'intervention. Les immunosuppresseurs et les immunomodulateurs sont utilisés lorsque les anticholinésterasiques ne permettent pas une amélioration compatible avec une activité fonctionnelle normale ou proche de la normale. Les corticoïdes sont les premiers, les plus actifs et les plus utilisés des immunosuppresseurs. La réponse s'obtient dans plus de 75% des cas dans un délai de 2 à 4 semaines. Retenez ça. La dose habituelle initiale se situe généralement entre 0,5 et 1 mg par kilo par jour d'équivalent de prédnisone. Une aggravation transitoire est fréquente en début de traitement, conduisant à une hospitalisation préventive si les signes sont généralisés. Une fois l'amélioration obtenue, la diminution doit être lente. Attention, l'efficacité et la rapidité d'action des corticoïdes ne doivent pas faire oublier leurs effets secondaires, en particulier à long terme, d'autant plus que les patients sont âgés. Les traitements immunosuppresseurs cytotoxiques permettent aussi d'obtenir des rémissions ou des améliorations dans 70 à 90% des cas. L'azatioprine à la dose de 2 à 3 mg par kilo par jour est l'immunosuppresseur le plus utilisé. D'autres immunosuppresseurs, comme la cyclosporine, le cyclophosphamide, peuvent être utilisés, mais avec un risque d'effet secondaire plus important. L'association de corticoïdes et d'immunosuppresseurs améliore souvent les formes qui résistent à l'une ou l'autre de ces thérapeutiques. Attention, les effets secondaires hématologiques comme la leucopénie et digestifs comme l'hépatite nécessitent une surveillance biologique étroite. Donc, pour résumer, on va dire
que le traitement par immunosuppresseur cytotoxique est réservé aux formes réfractaires ou intolérantes aux autres thérapeutiques. Les immunosuppresseurs cytotoxiques peuvent être utilisés seuls ou associés aux corticoïdes. On a l'azatioprine, la cyclosporine et le cyclophosphamide. Dans cette partie, vous allez retrouver le résumé du cours et les points forts à retenir. N'hésitez pas à les lire et on se retrouve dans la dernière partie qui est celle des QCM. Nous allons commencer par la première question. Donc, une myasthénie peut être responsable de ptosis, myosis, mydriase et diplopie, un scrotum central. Donc, normalement, vous savez déjà que la réponse juste est la A et la D, puisque nous avons déjà vu que l'atteinte oculopalpébrale avec ptosis et diplopie, c'est le mode de révélation le plus fréquent. Et on a déjà dit que le myosis et la mydriase sont absents, puisque la musculature pupulaire est indemne. Nous allons passer à la deuxième question. Donc, à propos de la myasthénie, A, il s'agit d'une affection auto-immune. Bien évidemment, c'est une proposition juste, puisqu'on a dit que la myasthénie est une maladie auto-immune. Elle est caractérisée par la présence des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. L'atteinte des muscles oculaires est souvent révélatrice, et oui, c'est juste, puisque l'atteinte oculopalpébrale, donc c'est le mode de révélation le plus fréquent. On retrouve un thymome dans certains cas, oui, le thymome est retrouvé dans 15% des cas. L'association à une hypothyroïdie est possible. Bien évidemment, la myasthénie s'associe à d'autres maladies auto-immunes, dont l'hypothyroïdie. Les anticholinésterasiques constituent un traitement symptomatique. Oui, les anticholinésterasiques sont un traitement symptomatique de première intention, donc ils prolongent la durée de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Donc, toutes les réponses sont justes. Dernière question. Donc, toutes les propositions suivantes s'appliquent à la myasthénie sauf une, laquelle? Donc ici, on recherche la réponse fausse. A, elle concerne la jonction myoneurale. Eh bien, c'est juste, puisque la myasthénie concerne la jonction neuromusculaire. Elle résulte d'un désordre immunitaire. Oh oui, la myasthénie se définit par la présence d'anticorps anormaux. Ce sont les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Elle s'accompagne toujours d'une tumeur thymique. Eh bien, cette proposition est fausse, puisque la myasthénie peut s'accompagner dans certains cas d'une atteinte du thymus, mais pas toujours. Elle provoque une fatigabilité anormale à l'effort. Bien évidemment, cette proposition est juste. Elle frappe avec prédilection l'oculomotricité. Et oui, l'atteinte oculopalpébrale est le mode de révélation le plus fréquent. On a déjà vu ça. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me laisser vos propositions, vos questions en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.